Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. La vérité, c'est celle que nous cherchons, la vérité, c'est celle que nous voulons. Et bien, comme vous savez, les rendez-vous de tous les samedis ici, sur ce plateau du Ditascarium de la sagesse, on essaie de prendre ça et là avec les sachants pour vous apporter des éclaircissements que vous voulez. Nous sommes samedi 31 juillet 2021. Eh bien, c'est toujours la même forte équipe qui m'accompagne de l'autre côté avec Jess Konga, Aristide Angwe Sambo et Jess Luemba, le grand réalisateur de cette émission, et aussi de l'autre côté du montage ou des programmes. C'est toute une forte équipe. Alors, nous recevons sur ce plateau, il y a déjà un thème qui est écrit, là, pour ceux qui peuvent lire. Et pour ce thème qui est donc la troisième validation, parlant de la troisième validation du Congo au processus ITIE, et bien pour ce thème, je reçois sur ce plateau M. Brice Makosso. M. Brice Makosso, bonjour. Bonjour. Alors, M. Makosso, vous êtes, si je peux me permettre de le dire, coordonnateur adjoint de la coalition Publiez ce que vous payez. C'est exact. C'est cela, oui. Et c'est à ce titre que vous êtes là. Oui. Alors, je tiens à rappeler que la coalition Publiez ce que vous payez, c'est une ONC, comme on dit, Organisation de la société civile. Si peut-être il y a quelque chose que j'ai manqué, vous pouvez toutefois décliner votre identité sur ce que j'ai manqué peut-être. Alors, donc, je suis Brice Makosso, évidemment. Je travaille pour la Commission Justice et Paix, qui est le service catholique pour la construction de la paix. Et au sein de l'Église catholique, nous avons lancé une coalition Publiez ce que vous payez, peut-être qu'on reviendra tout à l'heure, qui, en fait, est une plateforme des organisations qui travaillent au Congo pour la transparence dans la gestion des revenus extractifs. C'est une campagne mondiale, aujourd'hui de 1000 organisations à travers le monde, et au Congo, nous sommes 7 organisations qui travaillons dans le domaine de la transparence dans les industries extractives. Alors, les industries extractives, on va en parler puisque nous sommes là par rapport à la validation du Congo, à la troisième validation du Congo au processus ITIE. Est-ce qu'on peut d'abord comprendre qu'est-ce que ça veut dire ITIE, surtout pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent? Alors, l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Elle a été lancée par l'ancien Premier ministre Tony Blair en septembre de 2003. L'ITIE est née à la suite d'une demande de la société civile qui voulait, une société civile britannique qui voulait qu'il y ait une loi qui oblige toutes les compagnies du secteur extractif à divulguer les sommes d'argent que les compagnies versent au gouvernement des pays hôtes. Mais avant cela, on peut faire un peu d'histoire. C'est à la suite d'un rapport que Global Witness a publié sur l'Angola en 1999. L'Angola a eu la guerre civile, et pendant qu'il y a une guerre civile, l'Angola avait besoin de ressources pour financer l'aide alimentaire. Et le rapport de Global Witness va montrer que pendant que l'Angola recherchait des fonds pour financer l'aide alimentaire, des millions de dollars disparaissaient des fonds publics, enfin des caisses du trésor public angolais. Et le rapport donc, de 1999 va conclure par une invitation aux compagnies pétrolières, minières et gazières. Et si les compagnies publiaient les sommes d'argent qu'elles versent au gouvernement des pays hôtes, certainement que les citoyens seraient au courant des sommes que reçoit le gouvernement et que les députés, les parlementaires, la société civile, les journalistes pourraient poser des questions sur l'utilisation des revenus. Alors, après donc ce rapport de 1999 sur l'Angola, il y a eu une campagne qui a été lancée au Royaume-Uni par Global Witness, Save the Children, CAFOD, Open Society, pour demander évidemment cette législation internationale. Il se trouve qu'à l'époque où les Britanniques, les organisations de la société civile britannique lancent cette campagne, le PDG de BP est ami avec Tony Blair. BP, qui était en Angola, voulait bien divulguer les sommes d'argent, mais le gouvernement angolais a dit, si vous divulguez les sommes d'argent, je retire les licences. Il y avait donc ce dilemme par rapport à cette situation, et le PDG de BP va s'adresser à Tony Blair, qui évidemment a eu cette idée ingénieuse de créer l'ITIE, cette initiative qui met ensemble les gouvernements des pays producteurs, les compagnies pétrolières et la société civile
pour faire des rapports de réconciliation des volumes et des chiffres de production pétrolière, de production minière. Pour le cas du Congo, on a ajouté la production forestière. Et donc, cette initiative, on la met en œuvre en République du Congo. Le Congo a adhéré en 2004. On la met en œuvre. Et le processus de validation, ou autrement appelé validation, est un processus de contrôle qualité. Est-ce que le pays qui déclare mettre en œuvre l'ITIE met en œuvre toutes les exigences de l'ITIE? Et si le pays a mis en œuvre toutes les exigences, le pays est déclaré conforme. C'est-à-dire que c'est un certificat de transparence, un certificat de conformité pour dire ce pays gère très bien ses ressources naturelles. Alors, aujourd'hui, le cas du Congo, puisque sur le thème, nous voyons que c'est la 3e validation. Donc, le Congo va espérer peut-être être validé pour la 3e fois, notamment en mars prochain, et c'est très proche. Alors, si le Congo est arrivé jusqu'à la 3e validation, ce qui sous-entend qu'il y a eu une première et une 2e validation. Exact. La première validation, la République du Congo a fait des progrès qu'on appelle des progrès significatifs. C'est-à-dire qu'il y a eu des avancées. La 2e validation, à la première validation, il a eu des progrès significatifs avec 15 mesures correctives. Et à la 2e validation, la République du Congo a fait également des avancées et il lui reste 9 exigences, 9 recommandations à réaliser. Ajoutées évidemment à 2 qui viennent de s'ajouter après 2020. Donc au total, le Congo doit satisfaire à 11 exigences pour espérer être validé au mois de mars, le 11 mars 2022. Alors je tiens à rappeler que le Congo a intégré le processus ITIE depuis 2004, c'est bien ça? Exact. Depuis 2004. Alors, si le Congo a intégré ce processus, ça veut dire que je parle du Congo, je parle du gouvernement congolais, je parle de l'État congolais représenté au plus haut niveau qui a ratifié les documents faisant foi que le Congo fait partie dorénavant de ce processus ITIE. Alors, en faisant partie de ce processus-là, première validation, c'est bien. 2e validation, c'est bien. La 3e validation, c'est donc dans quelques mois. Et le Congo doit répondre à 9 exigences, disons 11 recommandations pour faire valoir peut-être sa validation au niveau de sa 3e validation au niveau de l'ITIE. Que signifie la 3e validation? Si le Congo peut être validé pour la 3e fois, ça signifierait quoi pour le Congo? Ça signifie que c'est pratiquement la dernière validation. Il y a 3 chances. C'est vrai qu'il y a une 4e chance, mais généralement, les pays arrivent rarement à la 4e chance, parce que généralement, à la 3e, soit vous êtes admis, soit vous êtes suspendu, soit vous êtes radié. Et malheureusement, le Congo est dans une situation, soit, on verra tout à l'heure, dans une situation soit d'être suspendu, ou malheureusement d'être radié. D'accord. Alors, aujourd'hui, le Congo, l'ITIE, se base sur les industries extractives. Depuis hier, vous avez lancé une campagne de dissémination du rapport ITIE 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Est-ce que cet écart-là peut peser pour le Congo, notamment sur les rapports 2019-2020, qui ne sont sans doute pas encore prêts? Alors, l'ITIE a un principe de production des rapports N+1. Donc, les rapports qui sont dus actuellement par la République du Congo, c'est essentiellement le rapport de 2019. La République du Congo veut évidemment produire le rapport de 2019 et celui de 2020. On croise les doigts qu'on arrivera à le faire avant le 31 décembre de cette année, parce qu'un pays mettant en œuvre l'ITIE a l'obligation de produire un rapport au 31 décembre de chaque année. Si vous ne le faites pas, vous êtes automatiquement suspendu. Donc nous espérons que le gouvernement du Congo va faire tout ce qui est de sa compétence pour pouvoir produire ce rapport de l'ITIE avant le 31 décembre. Donc déjà là, il y a un risque de suspension, puisqu'à l'heure où nous parlons, la production du rapport n'a pas encore démarré. Ensuite, il y a évidemment la mise en œuvre de ces exigences au 11 mars 2022. Une fois que les exigences ne sont pas mises en œuvre, évidemment, la sanction ne tardera pas. La sanction ne tardera pas. Hier, vous avez parlé de ça, vous avez expliqué et vous avez même mentionné les conséquences, les retombées au cas où le Congo ne pouvait pas arriver à la validation de ces 9 recommandations. Vous avez dit que c'est difficile, mais ce n'est pas une opération impossible.
Il suffit juste qu'il y ait l'implication du décideur, pour ne pas dire du politique. Alors, comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce qu'on peut comprendre par là que le politique, s'il s'ouvre, puisqu'il tient à rester dans le processus ITE, au regard de ces recommandations, quelle serait la facilité pour que nous arrivions à un stade où le Congo ne sera pas suspendu, surtout pas radié d'ailleurs? Mais peut-être que parlons d'abord des exigences qui sont demandées à la République du Congo. Il y en a 7, les exigences de l'ITIE. La première concerne l'engagement des parties prenantes. La deuxième concerne l'engagement des parties prenantes, si je comprends par là, il y a l'État, la société civile et puis les compagnies du secteur extractif, exact. Alors, donc, la première, c'est l'engagement des parties prenantes. La deuxième, c'est le cadre juridique. Troisième exigence, c'est la production, l'exploration et la production. La quatrième, c'est la collecte des revenus. La cinquième exigence, c'est la répartition des revenus. La sixième exigence, c'est les dépenses. Et la septième, le débat public. Voilà. Alors, quelles sont les exigences que le Congo n'a pas encore remplies? Il y a ce qu'on appelle une exigence 1.3 qui concerne l'engagement de la société civile, la liberté de la société civile. Alors, cette exigence est une exigence qu'on appelle clause de sauvegarde. Lorsqu'elle n'est pas accomplie, vous êtes automatiquement suspendu. C'est-à-dire un pays qui s'engage à mettre en œuvre l'ITIE ne doit pas arrêter les militants de la société civile qui luttent contre la corruption, qui parlent de transparence. Bref, tous les militants de la société civile, on devrait faire attention de ne pas les mettre en prison. Et les journalistes également sont évalués dans le cadre de l'exigence 1.3. Alors, nous avions au début du mois de juin rencontré le Premier ministre pour dire qu'il y avait un souci avec la République du Congo, puisque vous savez qu'il y a votre confrère Raymond Malonga qui est en prison. Et il y avait aussi quelques militants de la société civile qui étaient en prison, notamment Alex Nzabana et Chris Logi. Qui ont été libérés d'ailleurs. Qui ont été libérés. Nous sommes ravis qu'il y ait cette libération. Maintenant, le gouvernement doit faire des efforts pour libérer Ray Malonga. Sinon, il faut dire que c'est automatique. Le Congo, c'est une clause de sauvegarde. Le Congo sera suspendu. Déjà, en 2018, le Congo a failli être suspendu parce que nous avions refoulé des journalistes. Nous avons expulsé des journalistes italiens qui venaient pour faire un reportage, une enquête ici sur la corruption d'Eni Congo dans le procès de Milan. La République du Congo a failli être suspendue pour ça. Et il y a moins de chances qu'en emprisonnant le journaliste Ray Malonga qui a parlé de problèmes de corruption, que le Congo s'en sorte avec cette situation. Ce n'est pas très évident. Il faut croiser les doigts que le gouvernement prenne la mesure de ses responsabilités pour pouvoir libérer ce journaliste et pour prétendre rester encore dans l'ITIE. Donc ça, c'est la première exigence qui pose problème. Mais libérer les militants de la société civile et les journalistes, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en place des mesures afin que ce genre de situation n'arrive plus. On ne peut pas dire qu'on lutte contre la corruption ou on est pour la transparence et arrêter les personnes qui parlent de transparence ou qui parlent de lutte contre la corruption. C'est contradictoire. La deuxième exigence, celle que nous appelons, que le Congo n'a pas encore remplie, c'est l'exigence 2.2 qui concerne l'attribution des permis, et des licences. Le Congo doit divulguer les critères techniques et financiers qui permettent d'attribuer un permis à telle entreprise ou à telle autre entreprise. Je vais vous surprendre en disant que la République du Congo, le ministère des Hydrocarbures, malheureusement n'a pas ses PV lorsqu'on attribue des licences à des compagnies du secteur extractif. Et donc c'est ce qui doit être, ça doit être fait dans les plus brefs délais pour espérer que le Congo continue de garder sa place dans le processus. Si vous donnez un permis, par exemple, je crois que c'est en avril 2020, la République du Congo a donné un permis, des permis à Perenco. Je crois qu'ils ont produit un PV pour dire nous avons donné les permis à Perenco. Parce que voici la capacité financière de Perenco, voici ses capacités techniques, c'est ça que l'ITIE demande. Donc, tous les appels d'offres, il y a eu un appel d'offres, mais malheureusement qui avait été annulé, alors ils ont fait du gré à gré. Il faut expliquer pourquoi les appels d'offres ont été annulés, pourquoi on a fait du gré à gré, et est-ce que Perenco remplissait les critères pour pouvoir avoir ses permis. Je cite le cas de Perenco juste parce que c'est l'exemple le plus récent. Mais il se trouve qu'en République du Congo, ces PV, depuis la première validation, donc de 2018, la deuxième validation a eu lieu en 2020.
la République du Congo n'arrive pas à mettre ces documents à la disposition du public. Donc, sur un site internet qui est soit celui du ministère des Finances ou des Hydrocarbures, la République du Congo devrait divulguer ses PV. Apparemment, ça n'existe pas. Si ça existait, je ne vois pas quel est le mal qu'il y a pour un pays de divulguer ses PV. L'autre exigence, c'est l'exigence 4.3 qui concerne évidemment la collecte des revenus. Donc là, ça pose tout le problème de la collecte des revenus, notamment avec toute notre relation avec la République populaire de Chine, toute la relation avec les traders, toute la relation entre la République du Congo et ENI, en ce qui concerne la construction de la centrale électrique à gaz. Donc ça, c'est vraiment le nœud, le cœur du problème, aujourd'hui d'ailleurs, des relations même avec le Fonds monétaire international. La République du Congo s'est engagée avec la République populaire de Chine pour un contrat d'infrastructure, de construction d'infrastructures. La République du Congo va vendre du pétrole en Chine et laisse de l'argent dans un compte secret en Chine, à Exim Banque de Chine. Il y a des années, dans les années passées, ça faisait 1000 milliards de CFA par année pour rembourser les infrastructures. Alors, ce qui est demandé à la République du Congo, c'est de dire combien ces infrastructures ont coûté, qu'est-ce qui a déjà été payé, qu'est-ce qui reste à payer et quel est le taux d'intérêt. Parce que lorsque vous prêtez de l'argent... tous ces documents doivent... toutes ces informations doivent être divulguées et figurer dans le rapport qui doit être soumis, peut-être pour validation au niveau de l'ITIE. Exact. Donc déjà dans le rapport de conciliation des volumes et des chiffres, il faut expliquer, il faut donner ces informations. Combien nous laissons en Chine, ça c'est une information qui est disponible. Hier on l'a vu en présentant le rapport ITIE de 2018. Qu'est-ce que nous avons déjà payé, qu'est-ce qui reste à payer, quel est le taux de change, mais quel était le montant, le premier montant global de la dette. Nous devrons le faire également pour le préfinancement que nous avons eu à faire avec Glencore et Trafigura et Orient Oil. En 2016, la République du Congo a fait un préfinancement d'environ 2,5 milliards de dollars. Il faudrait dire quel est le montant du départ, c'est à peu près 2,5 milliards de dollars. Qu'est-ce qui a déjà été payé aux traders, quel est le taux d'intérêt et qu'est-ce qui reste à payer. Les informations dans le rapport de 2018 n'existaient pas. On espère que les rapports qui vont être produits à partir de 2019 et 2020 vont avoir ces informations-là. Et au-delà de cela, la République du Congo devrait dire quelles sont les infrastructures qui ont été réalisées dans la coopération avec la Chine, externe, et quelles sont les infrastructures qui ont été réalisées avec le préfinancement de Trafigura et Glencore. Alors, cela m'amène à vous poser la question de savoir, aujourd'hui, la coalition Publiez ce que vous payez veille à ça, travaille en étroite collaboration sans doute avec le gouvernement, puisque le gouvernement a ratifié le tas des documents qui font qu'aujourd'hui, le Congo fait partie de ce processus ITIE. Publiez ce que vous payez, gouvernement congolais. Quels sont les rapports, des rapports que vous entretenez aujourd'hui, avant et au jour d'aujourd'hui, à l'orée de cette validation? Puisque vous venez même de signifier que, dernièrement, vous avez rencontré le Premier ministre par rapport à cette situation de validation du Congo. Quels sont les rapports entre Publiez ce que vous payez et le gouvernement du Congo? L'initiative ITIE, c'est une initiative des parties prenantes, c'est une initiative de dialogue, c'est une initiative de consensus. Ceci n'enlève pas à la société civile sa liberté de s'exprimer, de donner son point de vue sur la mise en œuvre de l'initiative. Nous avons aujourd'hui des rapports avec le gouvernement de notre pays. Nous parlons avec toutes les autorités pour mettre sur la table ces sujets. Nous les discutons. Il y a des sujets pour lesquels nous avons des réponses. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes insatisfaits puisque si nous avions toutes les réponses, le Congo ne serait pas arrivé à la troisième validation. On aurait été validé dès la première fois ou la seconde fois. Si on arrive jusqu'à la troisième validation, c'est qu'il y a encore des problèmes. Et c'est ce que nous avions dit au Premier ministre au début du mois de juin, que le gouvernement devrait faire des efforts pour pouvoir
réaliser toutes ces exigences pour ne pas être sorti de l'ITIE, puisque les risques, évidemment, sont élevés qu'à la troisième validation, la République du Congo pourrait être suspendue en fonction des exigences non accomplies. Alors, en ce moment-là, M. Makosso, le risque, il est grand sans doute à vous écouter parler, le risque de suspension du Congo à l'initiative ITIE. Vous savez, depuis 2004, le Congo fait partie du processus ITIE, et ce serait quand même déplorable que près de 17 ans aujourd'hui qu'on sorte de ce bateau-là. Alors, quelles pourront être les conséquences en tant que telles, une fois si le Congo pouvait être suspendu, ce qu'on ne souhaite pas d'ailleurs? Les conséquences, aujourd'hui, la République du Congo est en train de négocier un programme de facilité élargie de crédit avec le FMI. Et dans le mémorandum que la République du Congo a sorti en juillet de 2019, lorsque le gouvernement a signé la première facilité élargie de crédit, l'ITIE est comme, je ne sais pas si je devrais appeler ça déclencheur, mais c'est parmi les choses à accomplir. Donc la production des rapports ITIE figure dans le mémorandum. Avec des traités avec la Banque mondiale, le FMI. Avec le FMI, donc dans les discussions avec le FMI, pour pouvoir obtenir cette facilité élargie de crédit. Alors, si l'on vous dit que pour qu'on vous donne de l'appui, vous devrez réaliser telle chose et telle autre chose, et que vous ne le faites pas, la conséquence est qu'on a vu, je crois que c'était en décembre de janvier, je crois, de 2020, le FMI a suspendu la facilité élargie de crédit, effectivement parce que la République du Congo n'est pas en train de trouver un accord avec les traders concernant le préfinancement que nous avons monté avec les traders. La dette est toujours insoutenable, du fait que la dette des traders est toujours élevée. Alors, donc c'est dans l'ordre de choses que le gouvernement de la République doit réaliser. Alors, vous ne pouvez pas prétendre avancer dans le dialogue avec le FMI si ce que l'on vous demande d'accomplir dans le cadre de l'ITIE, vous ne le faites pas. Il y a plusieurs choses encore. On n'a pas parlé de propriété réelle, on n'a pas parlé des dépenses quasi fiscales, on n'a pas parlé du débat public. Donc toutes ces choses doivent être réalisées pour prétendre rester dans l'accord avec le Fonds monétaire international. Dès qu'on signe, on vous dit vous avez des choses à accomplir. Dès que vous ne les accomplissez pas, le FMI suspend. Alors, quel est l'intérêt d'entrer dans un accord avec le FMI lorsque vous savez que dans 2 mois, le FMI va à nouveau couper l'accord puisque vous n'aurez pas produit vos rapports ITIE ou bien on vous aurait sorti de l'ITIE. Il faudrait recommencer le processus d'adhésion à l'ITIE à zéro et refaire tout ce qui vous est demandé. Et pendant tout ce temps, plus de contacts, plus de soutien au niveau des organisations internationales qui sont là, genre FMI, si vous êtes déjà suspendu. Alors, ils vont continuer à dialoguer certainement avec le gouvernement du Congo, mais si une fois on est sorti de l'ITIE, ça va prendre à peu près 2 ans pour revenir dans l'initiative. Puisque vous devrez accomplir ce pourquoi vous avez été viré. Ça va vous prendre 2 ans, ça veut dire que le pays va reculer de 2 ans. Il faut attendre 2 ans pour redémarrer la relation avec le Fonds monétaire international. L'ITIE est aussi considéré comme un déclencheur dans le cadre de l'accord sur les forêts du bassin de l'Afrique centrale, donc l'initiative CAFI, dont le président de la République a signé la lettre d'intention. Voilà, c'est ce qu'on vient d'ajouter encore parmi les recommandations à respecter, apparemment. C'est dans la lettre d'intention de CAFI, évidemment, l'ITIE figure comme étant un déclencheur des choses à accomplir. Donc, on voit mal comment la République du Congo pourrait rester dans toutes ces initiatives avancer dans la négociation avec le FMI pour la facilité élargie de crédit, comment la République du Congo pourrait avancer en ce qui concerne la lettre d'intention avec CAFI. Donc ça va faire en sorte que nous allons encore reculer. Puisque le Congo attend un financement normalement, si tout se passe bien. La validation y est, il y aurait plus de facilité d'aller un peu plus vite sur les financements qu'attend le Congo, notamment sur les forêts, la protection de l'environnement. Écoutez, le Congo vit essentiellement de pétrole. Alors, on vous dit, oui, on veut bien vous aider, mais faites de la transparence sur le pétrole. On vous sort d'une initiative de transparence sur le pétrole, ça veut dire que vous n'êtes pas transparent.
Et comment allez-vous prétendre aller demander de l'argent au FMI si déjà vous êtes échoué en matière de transparence? C'est tout l'intérêt pour le gouvernement de faire de son mieux pour ne pas être suspendu. Pour ne pas être suspendu. Il n'y a pas de miracle à faire. C'est de mettre les informations sur la table. C'est pas compliqué. Le gouvernement détient bien ces informations. Tout ce qu'on lui demande, c'est de mettre ces informations sur la table et puis voilà, pour qu'on avance, qu'on ait ce certificat de conformité à l'ITIE pour pouvoir faciliter le reste des discussions avec la communauté financière internationale. Avec la communauté financière internationale. Alors, donc, de par votre dernière phrase, si les efforts sont menés du côté du gouvernement, du côté du politique, pour que tout soit mis en œuvre afin d'obtenir cette validation, le Congo en ce moment-là, après validation, si validation il y en a, peut en ce moment-là espérer des facilitations ou encore un bon accompagnement avec des organisations financières internationales. Si vous réussissez au bac, vous entrez à l'université, vous avez la chance d'avoir une bourse. Nous, lorsque nous allions à l'université, à la fac, dès qu'on avait le bac, on était content parce que du coup, on est admis à la bourse. Donc, si le Congo réussit sa validation, c'est clair que les questions de transparence, de gestion des revenus pétroliers, c'est des questions qui seront réglées. Par contre, si le Congo échoue sa validation, ça veut dire que là, dans ce pays, il y a encore des problèmes de transparence. D'accord, il y a encore des problèmes de transparence. Alors, vous avez parlé de la vulgarisation de l'information, notamment sur les débats publics, les débats publics qui font partie des points exigés et tout. L'initiative que vous avez commencée par exemple hier, en réunissant les médias, les journalistes de la place, est-ce qu'on peut considérer ça comme un déclenchement aussi de ces discussions, de ces échanges, des débats publics, ou encore ce que nous sommes en train de faire en ce moment? Si ça pouvait aller partout avec les autres médias. Exact. Tout ça entre en ligne de compte. Parce que lorsque l'ITIE veut qu'une fois qu'on a produit le rapport, qu'on le dissémine, qu'on dise aux citoyens combien la République a gagné en 2018 en ce qui concerne les revenus pétroliers. Donc il ne s'agit pas seulement de produire les rapports, mais il faudrait disséminer les informations et qu'il y ait le débat public. Le débat public, que les parlementaires arrivent à poser des questions au gouvernement. Hier, nous avions parlé, par exemple, d'un écart de 20 milliards de francs CFA, que les parlementaires posent la question au gouvernement, pourquoi en 2018, il y a eu 20 milliards de francs CFA qui ont disparu des comptes publics. Ça, c'est des questions que les parlementaires devraient demander, devraient poser des questions. Les parlementaires pourraient poser des questions, je prends des sujets comme ça, concernant, par exemple, la gestion de la CORAF. La République du Congo donne 6 millions de barils à la CORAF chaque année, afin que la CORAF raffine les produits pétroliers pour nous les vendre. Et la CORAF devrait payer 90 jours après les 6 millions de barils au gouvernement. Or, il se trouve que depuis que nous donnons du brut à la CORAF, sauf évidemment à partir de 2021, mais depuis toujours, la CORAF ne paye pas le brut à la CORAF, donc, le brut que la République lui donne. Donc, tout ça, c'est des questions. On peut voir les questions de gestion de la SNPC, puisque c'est également une exigence, c'est l'exigence 2.6, les relations financières entre l'entreprise d'État et le gouvernement. La SNPC est une entreprise appartenant à 100% au gouvernement, à l'État congolais. Et donc la SNPC est agent commercial, parce que chargé de vendre le brut de la République, donc la part de profit dans les contrats de partage de production. Mais la SNPC elle-même participe également dans les permis pétroliers, généralement à hauteur de 20 ou 25%. Et donc elle a du brut propre qu'elle vend. Et une fois qu'elle a fait tous ces travaux, à la fin, elle a des bénéfices qu'on appelle des dividendes. Depuis toujours, la SNPC, depuis que nous produisons des rapports, la SNPC ne verse pas de dividendes à l'État. Sauf évidemment en 2018, où on a vu dans le rapport de l'ITIE que la SNPC a payé une avance de dividendes pour l'année 2014. Tout ça, c'est des questions qui doivent être discutées par les journalistes, par les parlementaires, et pour prouver évidemment que lorsque nous avons produit nos rapports ITIE, nous ne sommes pas arrêtés à la production des rapports, mais que ces sujets ont été discutés, ces sujets ont été disséminés vis-à-vis de la population, vis-à-vis des journalistes. Et c'est en ce moment-là que vous pensez qu'il doit y avoir implication totale des médias, des journalistes,
Ceux qui font les débats, ce sont les journalistes. La dissémination des rapports ITIE devrait se faire avec les fonds du gouvernement. Malheureusement, le gouvernement ne met pas des fonds pour le faire. Nous, comme société civile, nous avions organisé ces réunions à Brazzaville, à Dolisie, et hier nous l'avions fait à Pointe-Noire, pour évidemment aider le gouvernement, puisque visiblement le gouvernement n'est pas... Si on comprend bien, publier ce que vous payez, le souci majeur, c'est d'aider le gouvernement, ouvrir, permettez le terme empirique, ouvrir les yeux au gouvernement pour lui dire, mais attendez, ne rêvez pas, c'est bientôt là, faites quelque chose pour qu'au moins le Congo continue de rester dans le processus ITIE, parce que les conséquences ne seront pas rattrapables si une fois on débarquait de ce bateau. C'est ce qu'on a essayé de toujours faire, de dire au gouvernement, faites attention. C'est le rôle de la société civile, c'est aussi le rôle des médias, de lancer des alertes, de dire faites attention, on va vers le mur. Pour le cas de la troisième validation qui démarre le 11 mars, nous avions déjà vu le Premier ministre, on a vu le ministre des Mines, on a vu le ministre du Budget pour dire faites attention, on va droit vers le mur. La production du rapport de 2019 et 2020 n'est pas encore réalisée. Est-ce qu'on va pouvoir produire un rapport de ITIE, de conciliation de volume et des chiffres, au 31 décembre de 2021 ? Ce n'est pas très évident. Donc déjà à ce niveau, on risque d'être suspendu. Est-ce que nous allons accomplir les exigences qui restent avant le 11 mars 2022 ? Ce n'est pas très évident, mais s'il y a la volonté politique, on peut y arriver. Il s'agit juste de mettre la volonté politique. Si on demande au ministère des Hydrocarbures de divulguer les PV pour l'attribution des licences, si on demande au ministère des Finances d'expliquer la relation financière entre la SNPC et le gouvernement du Congo, donc concernant les histoires de dividendes, ainsi de suite, la relation entre la SNPC et sa filiale, la CORAF, tout ça, c'est des informations qui existent. Mais il faudrait les expliquer et les mettre, les consigner dans un rapport. Ce n'est pas de la magie, ces informations existent. Les fonctionnaires de l'État, c'est des informations qu'ils ont. Donc il n'y a pas de magie à faire, mais il faut la volonté. Là aussi, parfois on se pose la question, est-ce que le gouvernement a bel et bien la volonté d'aller vers beaucoup plus de transparence? Et donc, nous, société civile, on pousse le gouvernement à aller vers il y a depuis quelques jours que depuis que le nouveau ministre des Finances a repris ce portefeuille, notamment des Finances, quand on a suivi le budget 2021 qui va être revisé, qui a été revisé, je pense, il a été constaté un certain nombre d'anomalies qu'on a ajustées en ce moment-là. Est-ce que ça peut faire... on peut dire que ça fait partie des efforts que le gouvernement veut entreprendre pour aller vers le temps. C'est vrai que on peut dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais est-ce que ça peut faire partie des efforts que le gouvernement essaie de... Alors, je ne doute pas un seul instant de la volonté du gouvernement d'aller vers plus de transparence. Dans le cadre de l'ITIE, il y a des choses bien précises qui sont demandées depuis pratiquement 2018 sur lesquelles nous n'avançons pas. Et là, j'ai du mal à comprendre. Je discutais avec la mission du FMI qui était là. Même les gens du FMI ont des difficultés pour avoir des informations dans ce pays. Alors, il faudrait tout simplement que les autorités, nous avions d'ailleurs discuté de ces sujets avec le Premier ministre, à un haut niveau de l'État, que les choses soient prises en main pour dire telle information, vous la divulguez, telle information, vous mettez sur la place publique. Il n'y a pas de mystère à cela. Alors, juste peut-être une petite indiscrétion. Vous avez eu à discuter, par exemple, avec le Premier ministre, avec le ministre de Finances, avec le ministre de Mines, au sortir de ces discussions, l'attitude du politique congolais, c'était quoi? Est-ce qu'il est sceptique à la radiation, à la suspension, ou bien pour lui, il se dit que ça ne lui fait rien? Non, les autorités sont engagées. Lorsque nous discutons avec les autorités, personne ne va vous dire qu'ils ne sont pas pour la transparence, que ce soit le Premier ministre. Le Premier ministre est engagé pour rester dans cette initiative. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de prendre des engagements, il faut accomplir. Il faut accomplir. Et en termes d'accomplissement, malheureusement, nous ne sommes pas beaucoup en train d'avancer pour faire ce qui nous est demandé, malheureusement. Nous n'avançons pas, alors est-ce que c'est ce qui fait que publier ce que vous payez prenne une note de position il y a quelques heures, pour ne pas dire quelque chose?
Alors, la note d'opposition que publier ce que vous payez vient de divulguer concerne un autre sujet. Dans nos discussions avec la mission du FMI qui est passée récemment dans notre pays pour mener les consultations au titre de l'article 4, nous nous sommes rendus compte dans les conclusions du FMI que la production pétrolière a baissé et qu'il y avait, mais nous étions bien au courant de cela il y a très longtemps, qu'il y avait des discussions aujourd'hui entre les compagnies pétrolières et le gouvernement de la République en ce qui concerne l'abrogation des conventions d'établissement. Vous savez qu'en 1968, la République du Congo avait accordé des exonérations fiscalo-douanières aux entreprises pétrolières, incluant des clauses de stabilité fiscale. C'est-à-dire que le contrat il est signé, on reste sur les termes fiscaux de 1968. Alors, depuis toujours, nous avons critiqué ces conventions d'établissement ou ces exonérations fiscales accordées sous le prétexte d'attirer les investissements. Nous avons été heureux que le gouvernement de notre pays nous ait entendus pour abroger ces conventions d'établissement fiscal, parce que la République perdait énormément d'argent. Une fois que ces conventions ont été annulées, alors ça a donné droit pour la République à des revenus importants que le gouvernement, malheureusement, est en train de négocier en toute opacité avec les compagnies pétrolières. Et donc nous avions sorti cette note pour demander au gouvernement de la République de respecter ses propres lois, puisque en décembre de 2019, le gouvernement du Congo a abrogé toutes ces conventions d'établissement et ces clauses fiscales. C'était une bonne nouvelle, mais maintenant il faudrait appliquer. Or, il se trouve que nous avons affaire à des compagnies pétrolières qui sont plus puissantes que des États faibles comme les nôtres. Les compagnies ne veulent pas appliquer la loi. Et donc, il faut dire aux compagnies, à partir de cette note de position que nous avons divulguée, nous avons dit que les compagnies pétrolières ne peuvent pas faire la loi dans notre pays. Elles doivent payer ce qu'ils doivent au gouvernement de la République, mais aussi dire au gouvernement de la République, vous devrez respecter vos propres lois. Il n'y a pas de cadeaux fiscaux à faire aux compagnies pétrolières qui sont riches, qui gagnent de l'argent dans notre pays, mais qui ne payent pas le prix normal. Donc, c'est pour ça que nous avons sorti cette note et nous appelons le gouvernement de la République, je vous remercie de ce micro, que le gouvernement de la République applique la loi et que les compagnies respectent les lois du pays hôte. Alors, M. Makoto, je serais tenté de poser une question, puisque vous, dans ce que vous faites, dans votre travail, ce que vous faites, vous observez, vous calculez, vous faites des projections par rapport, que ce soit par exemple au niveau du Congo, sur les revenus. On peut faire une projection dans 2 ans, dans 3 ans, puisqu'on sait par exemple que le Congo produit autour de 120 millions de barils de pétrole par année, je pense que c'est autour de ça. Alors, par mois, c'est 30 barils. Aujourd'hui, là, vous demandez que ces pays respectent les nouvelles normes du Congo, que le gouvernement a abrogé les textes de 1968, puisque le pays ne se retrouvait pas. Le pays a compris que non, il fallait abroger, aller sur des nouveaux textes, des nouvelles bases, des nouvelles lois, que le pays d'ailleurs doit faire respecter. Si une fois, il arrivait que le Congo fasse respecter ces lois-là, ces décisions prises envers ces compagnies, que ces compagnies pétrolières commencent à payer cet argent. Je ne parle pas encore s'il peut y avoir transparence ou pas dans la gestion, mais si ça pouvait être le cas, quelle pourrait être la vision du Congo? Comment est-ce qu'on peut observer, on peut voir le Congo dans quelques années si cet argent pouvait rentrer et qu'il soit bien géré? Voilà. Alors, c'est ça le vrai problème. D'abord, il faudrait que cet argent soit collecté par l'administration fiscale, donc le ministère des Finances, le ministère des Hydrocarbures. Il faudrait d'abord que le gouvernement arrive à discuter, à s'entendre, à trouver... je ne parle pas de compromis, il s'agit d'appliquer la loi, que les compagnies payent ce qu'elles doivent. Notre campagne, c'est publier ce que vous payez, que les compagnies payent, que le gouvernement publie ce qu'il a reçu des compagnies pétrolières, et que les parlementaires posent des questions, que les citoyens posent des questions. Qu'est-ce que vous avez fait avec les revenus que vous avez eus? Donc c'est une aubaine d'annuler ces conventions d'établissement qui fait perdre énormément d'argent à la République du Congo. Donc
nous espérons qu'avec cette nouvelle législation, le gouvernement va avoir suffisamment de revenus pour faire face aux problèmes des Congolais. Moi, j'aime le TGV, j'ai bien envie de rouler un jour TGV dans ce pays. Dans ce pays. Voilà. Donc, espérons qu'on va voir ça, ça va arriver, ça va arriver. Alors, Monsieur Makosso, c'est vrai que nous acheminons vers la fin de cette émission. Peut-être qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, que vous aurez souhaité peut-être qu'on aborde. En 2 minutes, le temps qui nous reste, vous avez la parole. Alors, l'aspect dont nous n'avions pas parlé au cours de cette émission, c'est la divulgation des propriétaires réels et la transparence des contrats. L'ITIE, depuis janvier 2020, oblige que les pays mettant en œuvre l'ITIE divulguent les propriétaires réels des compagnies qui travaillent dans le pays. Donc, le gouvernement de la République est appelé à faire voter une loi à l'Assemblée nationale, créer un registre des propriétaires réels et mettre ce registre en ligne. Donc, il nous reste malheureusement quelques mois pour faire passer une loi à l'Assemblée nationale. La loi, elle doit être aujourd'hui à la Cour suprême pour avis de conformité. Nous encourageons le gouvernement à faire voter cette loi sur les bénéficiaires effectifs que l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, a préparé, que le gouvernement fasse voter cette loi et que le registre des propriétaires réels soit constitué et mis en ligne. L'autre exigence dont nous n'avions pas parlé, c'est sur la transparence des contrats. En République du Congo, les contrats, les CPP, les contrats de partage de production passent à l'Assemblée nationale, donc c'est des lois, mais il faudrait que ces lois soient maintenant accessibles. Et dans la note que nous avons publiée hier, nous avons demandé au gouvernement non seulement de divulguer tous les contrats pétroliers, tous les CPP, mais aussi de divulguer les accords commerciaux et de divulguer les avenants. Pour Total, il y avait 19 avenants depuis 1968. Et pour ENI, il y a 16 avenants. Donc tous ces avenants, tous ces accords commerciaux doivent être divulgués pour faire beaucoup plus de transparence. Donc, propriété réelle et divulgation des contrats, c'est encore des défis que nous avons pour lesquels nous demandons au gouvernement d'avancer en matière de transparence. Demander au gouvernement d'avancer en matière de transparence, ça va être difficile, c'est serré, mars prochain. C'est dans quelques mois, notamment à partir du 11 mars, c'est ça 11 mars 2022. C'est difficile, c'est serré, mais ce n'est pas impossible si la volonté politique peut vraiment jouer son rôle. Qu'à cela ne tienne, tout cela, si le Congo, au plus haut niveau, a ratifié le document pour faire partie du processus ITIE, Initiative de transparence des industries extractives, eh bien c'est parce qu'on connaît l'intérêt de cela, l'intérêt de rester dans cette initiative, c'est pour le bien de Congolais, c'est pour le bien du Congo. Alors, Monsieur Brice Makosso, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons nous séparer. C'est peut-être pour la première fois sur ce plateau de Maxi Reflex, mais peut-être pour la dernière. Alors, je vous dirais merci et surtout, continuons cette lutte, d'autant plus que vous avez voulu que les médias jouent aussi leur partition dans cette lutte pour le bien du Congo, pour accompagner notre gouvernement. Qu'à cela ne tienne, on se retrouvera sur ce plateau de Maxi Reflex. Merci beaucoup, je vous en prie. Je crois que nous allons de plus en plus impliquer les journalistes dans ce travail de transparence dans la gestion de nos ressources naturelles. Merci beaucoup, M. Makosso. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve donc le samedi prochain, même chaîne, même heure. Toute l'équipe était là, qui vous a tenu compagnie. Jess Konga, Maker Aristide Sambo, Jess Lemba, le réalisateur de cette émission. Tout le monde chapeauté par le service de production que dirige Madame Peggy Ossier et sous la houlette de Nana Nadej Irma Ikama, qui est la directrice de Télé Congo Pointe-Noire. On se retrouve samedi prochain, même chaîne, même heure. N'oubliez pas que cette émission que vous venez de suivre ce samedi va être diffusée le mardi. Au revoir.
Monsieur Moussampa Godefroy demande à toute personne de bonne volonté qui aurait ramassé sa carte nationale